Le corps d'une femme a été déterré dans la cave et l'inspecteur doit connaître les causes de sa mort avant l'aube. Toutes les articulations de ses bras et de ses jambes sont écrasées et fracturées. Mais il n'y a aucune marque sur son corps, pas même une ecchymose. How do you break your wrists and ankles without any outward signs? Ce qui est encore plus horrible, c'est que Paul a été choqué lorsqu'il a ouvert la bouche du cadavre de la femme. Sa langue avait été brutalement coupée. David en déduit qu'il s'agit probablement d'un cas de trafic d'êtres humains. Les mains et les pieds de la femme ont été liés pour lui briser les os, et sa langue a été coupée pour l'empêcher de révéler ses secrets. Mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Le corps doit encore faire l'objet d'une autopsie. À en juger par l'opacité et la couleur grise de ses yeux, elle est morte depuis longtemps. Mais le sang a jailli quand il l'a coupée. You're not supposed to bleed like that. Et ses poumons sont gravement paralysés. She could smoke 10 packs a day for 30 years. Normalement, cela devrait s'accompagner de brûlures au 3e degré sur tout le corps. Mais ce n'est apparemment pas le cas de cette femme. Son cœur est couvert de marques de couteau, ce qui rend la situation encore plus énigmatique. Genoux et poignets écrasés, poumons endommagés par le feu, organes internes cicatrisés. Il devrait être face à un cadavre ensanglanté. Au lieu de cela, le corps de la femme qui se trouve devant eux est apparemment intact. Alors que le père et le fils sont désorientés, une forte détonation se fait entendre à l'extérieur. Paul est sorti pour vérifier et a été horrifié de voir une silhouette sombre dans le réflecteur au coin du couloir. Paul est surpris de constater qu'il n'y a personne d'autre que le père et le fils dans la morgue. Lorsqu'il s'approche pour vérifier le couloir, celui-ci est vide. Était-ce seulement ses yeux? Après un rapide coup d'œil, il n'y a rien. Paul retourne dans la salle d'autopsie. La porte du réfrigérateur où se trouvait le corps s'est soudain ouverte d'elle-même. Paul est immédiatement terrifié. Il la laisse donc ouverte. C'était une fausse alerte. En ce moment, David a fait des progrès. Il a trouvé dans les intestins de la femme un chiffon portant un dessin mystérieux et des chiffres romains. Ensuite, David a trouvé quelque chose derrière la peau à l'endroit de l'incision. Lorsqu'il a incisé le corps, il a constaté que la couche interne de la peau était également recouverte du même motif. Mais une chanson mystérieuse a soudain retenti à la radio. La porte du congélateur s'est ensuite rouverte sans aucun bruit. Dans l'obscurité, Paul allume sa lampe de poche et constate avec horreur que tous les corps qui se trouvaient dans le congélateur ont disparu. Les deux hommes se sont précipités vers le bureau et ont décroché le téléphone pour appeler de l'aide. Mais la ligne téléphonique avait été coupée par la tempête. À ce moment-là, une cloche retentit dans le couloir extérieur. Le père et le fils ne connaissent que trop bien ce son, spécialement conçu pour être accroché aux chevilles des cadavres afin de les empêcher de simuler leur propre mort. Le son s'approche lentement, comme s'il était juste derrière la porte. Paul se penche et regarde dehors. L'homme regarde à l'extérieur par une porte dans le sol. Le pied d'un cadavre apparaît devant la porte, puis le cadavre commence à frapper sur la porte. Le père et le fils se précipitent pour pousser les armoires et bloquer la porte. Au bout d'un moment, les coups disparaissent. Paul en déduit que le cadavre de la femme est à l'origine de tout cela. À partir du moment où ils ont ouvert le corps, toutes sortes de choses étranges se sont produites. En parlant du cadavre, David se souvient que la blessure sur sa main a été coupée par la cage thoracique du cadavre lors de l'autopsie. Il s'est précipité dans la salle de bain pour la rincer, mais dans ce sous-sol hermétique. Le rideau de douche à côté de lui vacille. David est allé voir ce qu'il en était. Dehors, Paul constate qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ils poussent tous deux un soupir de soulagement. Paul s'est précipité vers la porte et a vu son père sur le sol. À ce moment-là, l'armoire qui bloque la porte est poussée et la porte est ouverte. David raconte à son fils que la chose qui l'a attaqué avait des yeux gris comme ceux de la morte. Le père et le fils ressentent un frisson dans le dos. Ils retournent dans la salle d'autopsie et tentent de pousser le corps de la femme dans l'incinérateur. Alors qu'ils déplacent le corps, la porte de la salle d'autopsie est soudain fermée à clé. Paul s'empare d'une hache et ouvre frénétiquement la porte. En regardant par le trou, le couloir était vide. Mais l'instant d'après, le père et le fils ont aspergé le corps d'essence et l'ont incinéré. Les flammes montent soudain vers le ciel et se propagent à toute la salle d'autopsie. Paul se précipite sur l'extincteur et, après une intense activité, les flammes sont enfin éteintes. Mais Paul est choqué de constater que la dame n'a pas brûlé un seul cheveu. Le père et le fils se précipitent vers l'ascenseur pour s'échapper. Et c'est à ce moment-là qu'au bout du couloir, ils entendent à nouveau le son de la cloche à pied. Dans le miroir, ils virent une silhouette qui marchait lentement vers eux. En tournant le coin du mur, David a enfin vu clairement qu'il s'agissait du corps d'un homme disparu. Ils s'enfuient tous les deux dans l'ascenseur. Mais la porte est bloquée et ne se referme pas. Dans l'obscurité, le son des cloches se rapproche de plus en plus. David a donné un coup de hache et le corps est tombé. Lorsqu'ils sont sortis pour vérifier, ils ont découvert que c'était la petite amie de Paul qui avait bravé la tempête pour le chercher. Ils n'ont pas le temps de faire leur deuil. David entraîne son fils dans l'ascenseur. La porte de l'ascenseur se referme lentement, mais elle s'est arrêtée à peine un demi-mètre plus haut. Le père et le fils pensent que la cause de tout cela est le corps de la femme. Elle semble les empêcher de trouver quelque chose. Au lieu de rester à l'écart, ils devraient essayer de découvrir pourquoi elle est morte. Peut-être pourrions-nous mettre un terme à toutes ces bizarreries. Ils retournent donc dans la salle d'autopsie. Allumez le projecteur sur le corps. Paul prend le scalpel et ouvre le crâne. Dernier espoir de trouver la cause du décès. Il prélève le tissu cérébral et le place sous le microscope. Lorsqu'ils ont vu le résultat, ils ont été stupéfaits. Il s'avère que les cellules cérébrales du cadavre sont encore vivantes. Il n'est donc pas étonnant qu'il n'ait pas trouvé la cause du décès. Ce n'était pas du tout un cadavre. Mais comment est-ce possible? Comment un cadavre de femme peut-il être encore en vie après qu'on lui a arraché le cœur et le cerveau et qu'on l'a même brûlé par le feu? Paul se souvient du morceau de tissu qui a été retiré du corps de la femme. Que signifient les symboles qui y figurent?
Paul plie le morceau de tissu encore et encore, et une ligne de texte est reconstituée. Livre 20, verset 27. David se précipite sur ces livres pour le savoir. Au XVIIe siècle, certaines personnes utilisaient le nom de la religion pour qualifier leurs adversaires de sorcières et les assassiner sauvagement. Le cadavre de la femme était l'un des sacrifices. Un millier d'années de ressentiment non résolu ont gardé son corps intact, se vengeant de tous ceux qui l'ont détruit. David a été infecté par le sang du cadavre. La peau de David commença à présenter des motifs mystérieux. À ce moment-là, on frappe violemment à la porte et Paul n'en peut plus. David s'est approché du cadavre. I won't fight you. Please. Please. Le corps de la femme semble le comprendre. Alors les mains de David commencèrent à se briser, puis ses pieds, et il tomba sur le sol en exhalant une fumée blanche. Les mains et les pieds du corps commencèrent à se rétablir et le sang coula à nouveau dans le corps. Ses yeux troubles sont lentement devenus noirs. David regarda le scalpel à côté de lui, en proie à la douleur. Il supplia son fils de l'aider à mettre fin à la douleur. Paul n'a pas eu d'autre choix que de le faire, et la chambre de dissection est revenue à la normale. Les corps qui se trouvaient dans le congélateur ont retrouvé leur état d'origine. Paul entend soudain quelqu'un appeler à la porte. C'est la police. Il se précipite vers la porte d'entrée, écoutant le bruit de la porte que l'on appelle près de lui. Paul n'arrive pas à ouvrir la porte. Il essaie de toutes ses forces, encore et encore. Curieusement, la personne qui se trouvait à l'extérieur chantait. Paul comprend immédiatement que la vengeance du cadavre est loin d'être terminée. Un coup de sonnette retentit. Paul regarde en bas, mais il n'y a rien. Lorsqu'il se retourne, Paul était mort lui aussi. Le lendemain, la police arrive sur les lieux. Ils ont vu les corps de David et de son fils. Il n'y avait aucune trace d'effraction. La nuit dernière était-elle une hallucination du père et du fils? Ou cela s'est-il réellement produit? Finalement, la police a décidé d'envoyer le corps de la femme dans un laboratoire universitaire. Et en chemin, de nombreux détails sont cachés dans le film original, comme les gros plans des horloges sur le mur avant et après l'autopsie. Avant l'autopsie, Paul a vu 9h45. Après l'autopsie, l'heure sur le mur était toujours 9h45. Et le matin, la police n'a trouvé que les corps de David et de son fils, pas celui de la petite amie de Paul. Il est clair qu'il y a eu un fantasme la nuit dernière. Le corps de la femme a donc été disséqué par le père et le fils ou non. Donnez votre avis dans les commentaires. C'est la fin de l'histoire. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois.